L'animation, c'est pour les enfants. En voilà une belle connerie qui est en général lâchée par des gens qui ne connaissent pas vraiment l'animation. Et justement, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film d'animation, mais alors c'est pas vraiment un film pour les enfants. À vrai dire, je le recommanderais pas non plus à des adultes. Ouais, en fait, je crois que personne ne devrait voir ce film. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, on va parler de ce qui est peut-être l'un des pires films d'animation que j'ai vu. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi je m'apprête à passer du temps à parler d'un film que j'estime mauvais. Eh bien, dites-vous que c'est juste un mal nécessaire pour mettre en avant le génie derrière ce film dont on reparlera plus tard. Mais pour l'instant, on va analyser ce film qui, à sa sortie sur Netflix, n'était étrangement pas mis en avant sur l'accueil. Il a fallu que j'utilise la fonction de recherche pour le trouver, bref, aujourd'hui, on va parler de Fixed. Non, attendez, ça rend presque stylé en anglais, je vais vous mettre le titre en français plutôt. Aujourd'hui, on va parler de Quick. Là, on sait que ça va être de la merde. Quick, c'est donc un film d'animation sorti directement sur Netflix le 13 août 2025. On va y suivre Bull, un staffy qui apprend à son grand désarroi qu'il va bientôt être castré. Il décide alors de profiter de sa dernière journée en possession de ses cacahuètes pour partir faire la fête toute la soirée en compagnie de ses meilleurs amis. Parmi eux, on retrouve Rocco, un grand boxer plutôt costaud, Fetch, un teckel qui joue les influenceurs branchés, et Lucky, un beagle un peu crétin. En somme, une belle bande de joyeux lurons qui vont vivre des aventures pour le moins particulières. Quick, c'est un film qui s'annonçait dès le début pas très fin et qui s'avère être au final excessivement lourd. Dans le mauvais sens du terme. Car passé une scène d'introduction assez mignonne où on voit Bull se faire adopter, le film va directement briser la glace en nous faisant avancer 2 ans plus tard pour retrouver Bull en train de s'accoupler avec la jambe d'une grand-mère. Oh, qui c'est ton chien-chien? Qui c'est ton bon chien-chien? S'en suivra 2-3 cabrioles où le chien essaiera en fait de s'accoupler avec tout ce qui lui passe sous la bite. Ouais, je vais être un peu vulgaire dans cette vidéo, désolé mais c'est pour être raccord. Cette deuxième scène donne le ton et autant vous dire que ça sera ça pendant tout le film. Le petit indice qui nous met dans le bain assez vite aussi, c'est que la voix française de Bull est faite par Christophe Lemoine. Alors, grand respect à ce monsieur, mais pour rappel, c'est le comédien derrière Cartman, Jack Black ou encore Jonah Hill. Donc dès qu'on entend sa voix dans le film, on sait déjà qu'on va pas être sur de l'humour particulièrement subtil et léger. Ça s'appelle le cycle de la merde. Et si le pitch un peu marrant pouvait prêter à sourire, on tombe assez vite dans les travers d'un Sausage Party version canidé. L'humour gras dans une certaine mesure, ça peut être drôle. Si c'est bien fait, que ça amène à des blagues un minimum inventives et que c'est pas trop redondant, ça peut complètement marcher. Mais ici, tout est complètement gratuit. Les personnages n'ont presque pas un échange sans être vulgaires, on voit des boules et des anus toutes les 5 secondes, on voit beaucoup trop de sexe et des animaux, c'est bizarre putain. Tout ça pour un film qui n'est donc pas si marrant et qui ne raconte pas grand chose. Et même si le réalisateur a certifié en interview que ça n'est pas qu'une question de couilles, bah ces dernières sont quand même bien montrées tout au long du film. Je veux dire, il y a un moment où ça devient carrément des personnages à part entière. Alors oui, le film se veut être un gros délire général et certaines scènes assument ce côté too much, mais encore une fois, c'est jamais très drôle. La seule chose que je peux sauver dans ce film, c'est son animation. À l'heure où les grands studios ne jurent que par la 3D, c'est quand même rafraîchissant de revoir un peu d'animation traditionnelle. C'est vivant, c'est coloré et ça a un certain charme qui peut nous rappeler les dessins animés de notre jeunesse. Juste le style d'animation, hein. Avec ça, le ton du film invite bien sûr à l'exagération, ce qui fait en général plutôt bon ménage avec l'animation 2D. Les designs des personnages sont sympas mais un peu trop simples à mon goût, ce qui fait qu'aucun personnage n'est vraiment mémorable. Mention spéciale quand même à Sterling, un barzoï pédant qui sait se montrer particulièrement détestable, mais ouais, à part ça, y a pas grand chose à sauver du naufrage. Ni l'histoire, ni l'humour, ni les personnages. Ce film est, à mon humble avis, un caca. Ce qui m'embête, c'est que, je vous l'ai dit, il n'a pas été réalisé par n'importe qui. Derrière ce film, on trouve un grand nom de l'animation en la personne de Genndy Tartakovsky. Alors peut-être que là tout de suite ce nom ne vous dit rien, mais je suis sûr que vous avez presque tous déjà regardé l'une de ses œuvres. Je ne vais pas vous retracer toute sa vie, mais la carrière de Genndy Tartakovsky, elle se lance vraiment en 1996 quand il crée un certain dessin animé, Le Laboratoire de Dexter. La vague de nostalgie a déjà dû submerger beaucoup d'entre vous puisque Le Laboratoire de Dexter, c'était l'un des dessins animés les plus populaires du début des années 2000. On y suivait Dexter, un petit garçon surdoué qui détenait en cachette un immense laboratoire, le truc était plus grand que sa maison. Dans chaque épisode, on le voyait réaliser différentes inventions et tenter diverses expériences qui, à chaque fois, tournaient plutôt mal. Faut dire qu'il n'était pas aidé puisque sa grande sœur Didi, une fille pas très intelligente, prenait un malin plaisir à foutre le bordel dans son laboratoire. C'était drôle, c'était inventif, le côté énorme base secrète cachée juste derrière sa chambre faisait rêver, les conflits entre frères et sœurs étaient plutôt bien représentés. D'ailleurs, en revoyant des épisodes, j'ai été surpris de constater que Dexter est en fait aussi énervant que Didi. L'animation était simple et impactante avec des gros contours noirs autour des persos, un style qu'on retrouvera d'ailleurs dans Les Super Nanas, un dessin animé sorti 2 ans plus tard et fait par un ami de Genndy, et bien sûr, difficile d'oublier la voix iconique de Dexter faite par Mark Saez. Sache que si ce message était assez important pour nécessiter un voyage dans le temps,
je ne l'aurais certainement pas confié à mon idiote de sœur. Bref, le laboratoire de Dexter annonçait déjà le talent du monsieur et ce dessin animé est rapidement devenu le plus populaire sur Cartoon Network. Voilà un avant-goût de qui est Genndy Tartakovsky, un immigré d'origine russe qui a réussi à se faire une place aux États-Unis en se hissant rapidement parmi les grands noms de l'animation. Et là, il est possible que certains d'entre vous n'ont jamais regardé le laboratoire de Dexter. Mais peut-être avez-vous déjà entendu parler de sa deuxième création, Samurai Jack. Samurai Jack, c'est donc le deuxième dessin animé créé par Genndy Tartakovsky. Il est diffusé à partir de 2001, soit à peine 5 ans après le lancement du laboratoire de Dexter. Alors accrochez-vous bien, l'histoire n'est pas si facile à suivre. Dans Samurai Jack, on est d'abord plongé à l'époque du Japon féodal. Les choses commencent mal puisque le royaume japonais tombe sous l'emprise d'un grand démon du nom de Aku. Heureusement, le fils de l'empereur a pu être emmené en lieu sûr et il va passer sa vie à s'entraîner pour libérer son peuple. Dans son périple, il récupère un katana magique capable de trancher absolument tout. Avec cette acquisition, il est fin prêt à affronter Aku. Et oui, là on est toujours dans l'épisode 1. Alors que le samouraï s'apprête à porter le coup de grâce, le démon va utiliser un dernier sort et pas des moindres, il va propulser notre samouraï dans un voyage temporel. Celui-ci atterrit donc dans un futur dystopique où aliens, cyborgs et humains cohabitent sous le règne dictatorial d'Aku. Notre samouraï n'a plus qu'un seul objectif, il va chercher par tous les moyens à retourner dans le passé pour empêcher que ce sombre futur n'ait lieu. Et si vous vous demandez pourquoi je ne dis jamais son nom, c'est tout simplement parce qu'on ne le connaîtra pas. Dans ce futur, il va se faire appeler Jack par les premières personnes qu'il va croiser, mais ça n'est pas son vrai prénom. Pour le coup, je n'ai jamais regardé Samurai Jack, mais il y a quand même 2-3 petites choses qu'on peut analyser sur ce projet. Déjà, on n'est plus du tout sur la même chose que le dessin animé précédent. Là où les épisodes du laboratoire de Dexter duraient 6 minutes, ceux de Samurai Jack dépassent les 20 minutes. Ce format plus long permet à Genndy de proposer une histoire plus poussée et un peu plus mature. Mais c'est surtout sur l'aspect graphique que le réalisateur va expérimenter beaucoup plus de choses. Si le style reste assez minimaliste, il abandonne les gros contours noirs pour passer sur des aplats de couleurs en gardant toujours des formes très marquées. Ça donne un certain style qui peut en rebuter certains, mais qui apporte indéniablement un côté unique à ce dessin animé. Ce qui fait surtout l'identité de Samurai Jack, c'est que la narration passe plus par le visuel que par les dialogues. Ces derniers sont en fait assez rares, certains épisodes étant presque intégralement muets. Genndy préfère s'amuser dans sa réalisation en reprenant tout plein de codes du cinéma. Les scènes d'action et les combats qu'on va retrouver dans la plupart des épisodes sont ainsi remplis d'idées visuelles intéressantes. Et vraiment, j'ai découvert que Samurai Jack, c'est pas juste un dessin animé destiné aux enfants, c'est une série qui peut clairement s'apprécier à tout âge, même adulte. A noter que la série a été ressuscitée en 2017, plus de 12 ans après la fin de la 4ème saison en 2004. Toujours réalisée par Genndy Tartakovsky, cette 5ème saison permet d'apporter une conclusion au dessin animé qui était resté inachevé après ses 4 premières saisons. M'en retourner dans le passé. Samurai Jack. Rien qu'avec ces 2 dessins animés, je pense que vous l'avez compris, ce mec a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et évidemment, son travail ne s'arrête pas là. Je vais passer rapidement, mais on lui doit aussi le dessin animé Clone Wars, diffusé entre 2003 et 2005, considéré comme l'une des meilleures œuvres liées à l'univers Star Wars. Juste ça. En 2012, il va faire son entrée au cinéma avec la saga Hotel Transylvanie. Oui, c'est bien lui qui réalisera les 3 premiers et qui sera au scénario sur le 4ème. Pour le coup, c'est à mon avis pas ce qu'il a fait de mieux, mais on peut toujours lui reconnaître des chara-design impactants et un style d'animation bien particulier. Bon, le cinéma assez sympa, mais on l'a vu, ce dans quoi il excelle vraiment, c'est les séries d'animation. Et il va le prouver une fois de plus en 2019 quand il va sortir ce qui est peut-être sa meilleure création à ce jour, Primal. Cette fois, Genndy décide de nous emmener dans une époque préhistorique, un univers anachronique qui va mélanger les hommes des cavernes avec des dinosaures et même d'autres créatures plus ou moins fictives. On va suivre un homme de Néandertal surnommé Spear qui va former une alliance improbable avec une tyrannosaure femelle surnommée Fang. Ayant tous les deux perdu leur famille dans ce monde impitoyable, ils n'ont plus d'autre choix que de se battre ensemble pour assurer leur survie. Simple, efficace, dénué de tout artifice, Genndy revient aux fondamentaux de ce qu'il sait faire de mieux, raconter une histoire prenante juste par la force de ses images. Si dans Samurai Jack les dialogues se faisaient déjà rares, les épisodes de Primal sont entièrement muets. Seules les images et les sons nous plongent dans l'atmosphère unique de ce monde primitif. Les musiques sont épiques et pour ce qui est de la communication entre nos 2 protagonistes, on retourne forcément à quelque chose de beaucoup plus instinctif. Tout passe par les jeux de regard, les expressions faciales et tout plein de subtilités dans l'animation. Celle-ci est d'ailleurs réalisée par le studio français La Cachette qui a fait un excellent travail. L'animation est à la fois simple et subtile avec des traits bien marqués, un style qui reste finalement assez fidèle aux précédents travaux de Tartakovsky. Les couleurs sont somptueuses et donnent à chaque décor sa propre ambiance. Maintenant, je me dois de vous prévenir, Primal est un dessin animé très violent. On pourrait même dire assez gore par moments. De nombreuses scènes d'action se terminent souvent dans un bain de sang, puisque l'essence même des aventures de Spear et Fang, ça va être de survivre dans un monde hostile. Un monde où la faune et la flore doivent tout le temps être considérées comme des potentielles menaces. De cette façon, la série va nous convaincre qu'il n'y a pas d'adversaire plus implacable
que la nature. Chaque besoin devient un véritable combat. Besoin de se nourrir, il va falloir se battre. Besoin de s'abriter du froid hivernal, il va falloir se battre. Et même quand nos personnages croient enfin être à l'abri, ce n'est qu'un court moment de répit avant qu'un nouveau danger ne leur tombe dessus. Mais à eux deux, Spear et Fang sont forts et chaque obstacle va les endurcir un peu plus. Le lien d'amitié qui se développe ainsi entre l'homme et le dinosaure est vraiment touchant en plus d'être carrément crédible. Bref, je vous invite fortement à aller regarder cette série qui en plus est assez courte. L'aventure de Spear et Fang ne dure que 20 épisodes et se conclut à la fin de la saison 2. Une troisième saison est prévue pour 2026 mais elle racontera une nouvelle histoire, ce qui va faire de Primal une série d'anthologie. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, il est temps de revenir au premier sujet de la vidéo. Comment un tel génie capable de créer des œuvres si géniales et originales a pu créer ça? Oui, merci, la glace à la menthe. Et franchement, j'ai cherché pour voir si Genndy Tartakovsky avait été entraîné de force dans ce projet, s'il l'avait peut-être fait à contre-cœur. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Genndy lui-même considère ce film comme un projet passion. Un projet très personnel qu'il avait envie de sortir depuis longtemps. Et honnêtement, je pourrais pas défendre ce film, mais ça reste intéressant de comprendre les intentions de son créateur quand même. Genndy a en fait plus ou moins reproduit son groupe de potes du lycée à travers la meute de Boule et ses amis. Ainsi, un humour à base de Black Salas qui peut être marrant sur le moment dans un groupe de potes, bah une fois sorti de ce cercle, ça peut très vite paraître juste vulgaire. À côté de ça, Genndy a voulu assumer pleinement le côté adulte et débridé de l'ensemble. Une prise de risque dont il avait conscience mais qui lui semblait nécessaire pour laisser parler sa créativité sans limite. Il déplore un certain manque d'œuvres animées ciblées plus adultes, un point qu'on peut lui concéder, et il a donc insisté pour garder son film le plus honnête et sans concession possible. Et finalement, c'est bien sur ce point que Fix rejoint les autres créations de Tartakovsky. Il a toujours cherché à expérimenter pour proposer des œuvres uniques en leur genre. Et une expérimentation, par définition, des fois ça foire, mais des fois ça peut donner de très beaux résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais pas prévu à la base de parler de ce film qui, vous l'avez compris, m'a pas vraiment emballé, mais en fait j'y ai vu l'occasion de parler de Tartakovsky et de Primal, une série qui est passée un peu inaperçue en France, donc si vous ne l'avez pas vue, allez la découvrir, vous ne le regretterez pas. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo dans laquelle j'aborde les pires plagiats de l'animation. Si vous avez aimé me voir rager sur Quick, là vous allez être servi. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. Pourquoi tu ne te lèches pas les couilles comme tous les autres chiens?